Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de 500 à 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 39. Florian, le médiévalisme et Jeanne d'Arc, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour Florian Varenne. Bonjour Fanny. Tu es toulonnais, oui, je voulais commencer ta description par ça, parce que j'aime bien, et on me dit souvent, ouais, t'as que des Parisiens, donc ouais, voilà, je n'ai pas que des Parisiens, je tiens à le dire. Tu es plasticien, avec notamment un master d'expression plastique supérieure, mais tu fais aussi un master d'histoire, et l'année dernière, tu as rendu un M1 sur le sujet médiévalisme, genre et costume, représentation joannique dans les arts visuels du 19e au 21e siècle, sous direction de Franck Collard à l'université Paris-Nanterre. Et là, tu es actuellement en M2, et tu as peut-être un projet de thèse, tu nous en parleras si tu veux tout à l'heure. Et donc avec toi, Florian, on va parler de médiévalisme via la figure de Jeanne d'Arc, et donc aborder les représentations de Jeanne d'Arc dans les arts visuels. Mais je voulais d'abord un petit peu commencer avec toi. Pourquoi tu as choisi d'étudier l'histoire médiévale ? Parce que d'après ce que j'ai compris, tu as un parcours un peu plus complexe que mes invités d'habitude. Tout à fait. Mon amour, on va dire, pour l'histoire médiévale remonte, il me semble, à mon enfance, comme beaucoup de personnes généralement. Quand j'avais à peu près 10-11 ans, j'ai été happé par Le Seigneur des Anneaux. J'avais, il me semble, auparavant lu Bilbo, mais j'en avais moins souvenir. Et là, j'ai découvert donc cette trilogie de Peter Jackson et je me suis très vite intéressé au début sans savoir ce que c'était, donc à cette époque médiévale un petit peu bizarre et chevaleresque et elfique. Par la suite, j'ai fait des jeux de rôle grandeur nature, et que j'ai commencé après à intégrer des associations de reconstitution historique et aussi des associations de danse médiévale. Et petit à petit, en fait, je me suis fait surprendre par mon amour pour l'histoire médiévale et mon amour pour le médiévalisme. Et comment tu en es venu à faire un master ? Parce qu'on peut aimer l'histoire médiévale, mais de là à faire un master, et en plus, tu l'as pas fait au début de tes études. Là, tu l'as fait, et voilà, tu as quel âge maintenant environ ? J'ai une 30aine d'années. Voilà. Donc pourquoi avoir choisi de faire un master d'histoire médiévale au bout d'une 30aine d'années ? Je ne me présente pas comme un médiéviste. Je suis artiste plasticien, et si je devais me présenter, ce serait comme un médiévaliste. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est une petite, on va dire, un petit détail. Comme tu l'as dit, j'ai un DNSEP, donc c'est un diplôme national supérieur de recherche en expression plastique supérieure. Donc en fait, je suis plasticien, donc je suis un artiste, je travaille dans des centres d'art, dans des musées. Et en fait, pendant mes études d'art, donc j'ai suivi des colloques, des conférences qui sont liées à l'histoire médiévale. Et je me suis rendu compte, au final, que c'était une histoire médiévale qui était liée au 19e siècle. Même plus précisément, qui en fait était à partir de 1789 jusqu'à 2020 en quelque sorte, là, jusqu'à de nos jours. Et je me suis dit, c'est bizarre parce qu'en fait j'ai été happé par Le Seigneur des Anneaux, mais bien sûr a posteriori, je me suis dit, c'est pas du tout l'époque médiévale. Et donc j'ai été surpris par mon amour de l'époque médiévale, de l'histoire médiévale, et aussi en fait de ses échos et de ses réceptions au 19e siècle. J'ai eu mon DNCEP en 2014, donc j'ai commencé à travailler assez vite, à continuer justement mon approche visuelle. Et je me suis dit, au bout d'un moment, il va falloir que je sois plus précis dans mes recherches. Et surtout, à l'époque, je ne savais pas que je travaillais sur ces réceptions de l'époque médiévale, qui s'appelait le médiévalisme. Ce qui était assez beau, c'est qu'en 2015, quelques mois après l'obtention de mon diplôme, j'ai découvert deux livres, le livre de Vincent Ferré, Médiévalisme, modernité du Moyen-Âge, et j'ai découvert le second livre de Tommaso di Carpeniera Falconieri, Médiéval et militant, penser le contemporain à travers le Moyen-Âge. J'ai compris que c'était les échos de cette époque-là qui m'intéressaient et comment elles étaient travaillées par les artistes. Et comment en fait les artistes pouvaient
tarir en quelque sorte, recomposer, imaginer, disséquer et se projeter dans le Moyen-Âge. Et j'en suis venu il y a 2 ans à vouloir préciser ce genre de recherche et à faire des études. Et tu as voulu travailler sur le médiévalisme à travers la figure d'une personnalité qui n'est pas n'importe quelle personnalité. En fait, on dit souvent que c'est même la femme la plus connue du Moyen-Âge, Jeanne d'Arc. Pourquoi elle ? Pourquoi tu as voulu travailler sur elle et ses représentations ? Alors au début, c'était une recherche pour moi de 3 types de domaines. Je voulais travailler sur le domaine, bien sûr, du médiévalisme. Je voulais travailler sur le rapport aux arts visuels et je voulais travailler sur le genre. Et j'ai pas trop eu le choix. Je me suis bien sûr intéressé à d'autres figures, c'était pas la seule. J'avais pensé à Léonore d'Aquitaine, j'avais pensé aussi à Anne de Bretagne, à Christine de Pisan et à Hildegard von Bingen. Mais chez Jeanne d'Arc, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant, c'est qu'elle incorpore en quelque sorte, elle parle à tout le monde et en plus c'est un réservoir herméneutique et mythologique. Herméneutique. C'est-à-dire que c'est un réservoir d'interprétation et de sens. D'accord. Elle a la particularité de faire partie de la triade du médiévalisme avec Robin des Bois et le roi Arthur. Et c'est la seule femme. Et Jeanne d'Arc est arrivée assez rapidement, Franck Collard me l'a proposé, on a discuté, ce qui est mon directeur de recherche. Il savait aussi que mon point de vue sur le médiévalisme était très fort et que je ne voulais pas m'en écarter. Et ce qui était assez incroyable, c'est que je fasse partie du labo d'histoire médiévale sur le médiévalisme et non pas sur le 19e siècle. Avant qu'on parle justement de Jeanne d'Arc et que tu nous dises un petit peu plus de choses sur elle, il y a un mot qu'on utilise depuis le début de cet épisode et je pense que ce serait bien qu'on le définisse parce que c'est pas évident pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est, Florian, le médiévalisme ? Alors, le médiévalisme est une notion, on va dire un concept, qui apparaît sous diverses formes, environ après 1789. Et ces formes, elles sont aussi bien historiques, idéologiques, politiques, sociologiques que artistiques. Cet ensemble de références, on peut en parler comme une notion conceptuelle de rémanence. Ça, c'est quelque chose d'assez important puisque, à travers ce mot conceptuel, on comprend en fait que l'époque médiévale est terminée. Et en fait, ici, on a en quelque sorte une idéalisation du Moyen-Âge, une réflexion sur le Moyen-Âge et comment il est repris par des artistes à partir, en quelque sorte, du XVIIIe siècle. En fait, c'est après 1789. Il apparaît sous diverses formes et on sait à peu près maintenant, les courants historiographiques arrivent à dater et à comprendre où est-ce qu'il est apparu. Oui, voilà, c'était important qu'on définisse ça. Maintenant, Florian, revenons sur Jeanne d'Arc. Est-ce que tu pourrais rappeler rapidement, pour ceux qui l'ignorent, qui était Jeanne d'Arc et qu'est-ce qui l'a rendue célèbre au point d'être maintenant peut-être la femme la plus connue du Moyen-Âge en Europe occidentale ? Jeanne d'Arc est une figure emblématique de l'histoire de France qui est née en 1412 à Domrémy et qui est décédée à Rouen en 1431. Elle a eu une très courte expérience de vie, elle a vécu malheureusement 19 ans. Et surtout, en fait, elle a vécu pendant la guerre de 100 ans et elle est assez connue, on va dire elle est même très connue, parce qu'elle a mené en fait une expédition militaire pour tenter de libérer son pays de l'envahisseur anglais au XVe siècle. Ce qui est assez beau chez elle et ce qu'on oublie assez souvent, c'est, on va dire, son rapport au divin. Parce qu'il faut savoir qu'à l'âge de 13 ans, Jeanne d'Arc, pour la toute première fois, elle a entendu des voix. La voix de Saint-Michel, et par la suite, on a compris que c'était celle aussi de Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ça fait du monde. Beaucoup de monde, n'est-ce pas ? Et en fait, elle a réfréné ses voix pendant à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Elle y a fait complètement abstraction, jusqu'au jour où, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore, en fait, elle y a fait plus attention et elle a décidé de s'intéresser un petit peu plus vivement à ses voix. Ces voix qui lui ont laissé un souvenir d'une très très grande peur chez elle. Enfin, à 13 ans, entendre des voix, c'est quand même pas non plus tous les jours que ça arrive. En fait, lui ont ordonné de ramener le dauphin sur le trône du royaume et par la suite de libérer la France de la terrible présence anglaise. La pression, quoi. N'est-ce pas ? C'est une petite, légère pression. Donc elle résista pendant 4 ans avant de répondre à cet appel. Elle a vraiment embrassé cet appel et elle se rendit en 1428 auprès de Robert de Baudricourt à Vaucouleurs pour vouloir rencontrer le dauphin de France. Bien sûr, elle a été retoquée, elle est revenue, elle est repartie, elle est revenue. Ce à quoi, en fait, s'en est suivi la grande épopée de Jeanne d'Arc, où elle décida, à ce moment-ci, précisément, de porter des habits d'homme et une coupe en écuelle pour aller voir le dauphin de France, Charles. Par la suite, Charles VII. Donc, elle traversa les terres bourguignonnes et se rendit à Chinon, où elle fut finalement autorisée à rencontrer le dauphin. Et elle lui fit 4 révélations et plus précisément, elle lui expliqua que 4 événements allaient se mettre en place. Il faut savoir que ces événements aussi ne sortent pas de nulle part.
Il faut savoir donc qu'à cette époque, dans le bas Moyen-Âge, il y avait beaucoup de prophétesses. Les rois et les cours royales avaient l'habitude de recevoir des prophétesses. Ce n'était pas quelque chose de novateur, ni quelque chose de fou. Les puissants de ce monde faisaient attention à ce genre de devineresse. Et Jeanne d'Arc donc lui annonçait assez clairement 4 événements. De 1, la libération d'Orléans. De 2, son sacre. De 3, la libération de Paris. Et enfin, la libération du duc d'Orléans qui était captif en Angleterre. Jusque-là, tout va bien. Elle a réussi, bien sûr, à libérer Orléans en 1429. La même année, il y a eu le sacre, par la suite, de Charles VII, qui n'était plus le dauphin, mais Charles VII. Et c'est là où les problèmes se sont un petit peu empirés pour elle, puisque elle a voulu libérer Paris, mais en fait, elle a été capturée par les Bourguignons en 1430, qui, par la suite, la vendirent aux Anglais. Elle a été donc emmenée à Rouen, elle a été jugée par un tribunal sous la conduite de Pierre Cochon, le fameux évêque Cochon, l'évêque de Beauvais et partisan des Anglais. Et là, il faut savoir qu'on l'a accusé d'hérésie, de relapse, d'apostasie et d'idolâtrie. Et par la suite, bien sûr, on l'a accusé en plus d'être une devineresse, une fausse prophétesse, sacrilège, idolâtre, apostate, maldisante, malfaisante, blasphème, et le pire dans tout ça, impudemment et surtout totalement oublieuse de la décence et des conventions de son sexe. On oublie souvent cette partie-là dans l'histoire de Jeanne d'Arc. On pense souvent qu'elle a été brûlée parce qu'elle était une sorcière. Sauf que, à cette époque-là, les prophétesses, on savait qu'elles existaient, il n'y avait aucun problème. Les sorcières sont arrivées un petit peu plus tard, surtout durant l'époque moderne, à la Renaissance. Là, on n'est pas vraiment sur des questions de sorcellerie, mais ce qui est assez important, c'est qu'on est sur des questions en fait où Jeanne d'Arc, avant d'aller voir le roi, elle a décidé de s'habiller en homme et elle a été jugée et elle a été brûlée à cause de ça. Effectivement, on ne met pas forcément ça en avant encore aujourd'hui. On n'en parle presque jamais en fait. Et c'est ça qui m'a intéressé le plus dans son histoire. C'est assez flou. On a une figure emblématique de France qui est très connue, qui est extrêmement connue, qui est un petit peu déchirée par les partis politiques, mais qui au final on oublie ses voix divines et comment elle est décédée. Et surtout, pourquoi elle est décédée ? Parce qu'elle s'était habillée en homme et parce qu'elle avait fait donc 2 transgressions. De la jeune bergère, elle s'est transformée en guerrière, et de femme, elle s'est transmutée en homme. Bien sûr, c'est symboliquement tout ça, on est au Moyen-Âge, mais ces 2 faits lui ont valu le bûcher. Et tu t'es intéressé donc à comment on a représenté Jeanne d'Arc. Quelles sont les premières représentations qu'on a de Jeanne d'Arc, les premières Alors la toute première représentation est celle de Clément de Fauquemberg, qui a été réalisée en 1429. C'était le greffier de Paris. Et ce qui est assez beau dans cette histoire, c'est qu'on n'a aucun portrait de Jeanne d'Arc. Rien n'a été établi de son vivant, sauf ce portrait. Donc en fait, c'est un espèce de portrait robot qui a été dessiné par Ouidir, où on voit Jeanne d'Arc de profil, avec une robe, les cheveux longs, une énorme épée, symbolique bien sûr, et un porte-étendard. C'est la toute première image qu'on a d'elle. Clément de Fauquemberg ne savait pas du tout à quoi ressemblait Jeanne d'Arc. C'est ça qui était intéressant. Mais dans le procès, elle n'est pas décrite pourtant ? Alors oui, justement, elle est décrite, mais elle n'est pas dessinée. C'est le premier dessin, donc par Ouidir, c'est le tout premier portrait robot de Jeanne d'Arc qu'on a en 1429. Donc ce portrait, il est de son vivant, quasiment. Enfin, on ne sait pas si c'est fidèle, mais en tout cas, c'est le seul portrait contemporain avant qu'elle meure. Oui, de son vivant, en sachant que Clément de Fauquemberg ne l'a jamais vu. C'est du Ouidir. Et ce qu'on connaît sur Jeanne d'Arc, c'est seulement le procès ou est-ce qu'on a d'autres sources, donc j'imagine peut-être de correspondance ? Elle est extrêmement connue au Moyen-Âge parce qu'on a beaucoup de sources sur Jeanne d'Arc. Les 2 sources viennent de ces 2 procès. Il y a eu un procès en condamnation et il y a eu 25 ans plus tard un procès en réhabilitation. Le procès en condamnation l'a malheureusement mise au bûcher en 1431 et ce qui a posé problème, c'est que on a quand même brûlé une jeune femme avec tout ce que j'ai dit comme accusation, ce qui a porté à mal le dauphin, plus exactement Charles VII, et il a été, pas obligé, mais sa famille lui a demandé de faire un procès en réhabilitation parce qu'elle l'a quand même mené, Jeanne d'Arc, jusqu'à son trône, jusqu'à son sacre, et ça l'a aidé. Elle était obligée, il devait être légitime grâce à ce procès de réhabilitation, et de ces 2 procès, plus de plusieurs témoignages que l'on a réussi, et les historiens cette fois-ci, contemporains, enfin les historiens plus exactement Colette Beaune,
Françoise Michaud-Fréjaville, on a aussi Philippe Contamine qui ont pu, avec toute cette correspondance, ont pu retracer l'histoire de Jeanne d'Arc et bien sûr grâce à Jules Michelet, le tout premier qui a fait la vie de Jeanne d'Arc. J'en reviens pas qu'il nous a envoyé une femme. Je me demande de quelle couleur sera sa robe. Bleu. Avec un ruban bleu dans les cheveux pour ligoter Talbot. Est-ce que quelqu'un a entendu dire si elle savait seulement monter à cheval? Elle sait. On vient d'écouter un extrait du film de Luc Besson, Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que tu penses de ce film, Florian, sur comment est représentée Jeanne d'Arc ? Il me semble que physiquement, elle est plutôt bien représentée vis-à-vis de son armure. Vis-à-vis du film de Luc Besson, moi je vais parler, enfin en parlant surtout de sa représentation visuelle, elle correspond plutôt bien, en quelque sorte, à ce que les historiens ont mis en avant. Après, le film et l'histoire, c'est autre chose, mais la coupe en écuelle est respectée. Après, bon, elle est blonde, alors qu'on sait très bien que Jeanne d'Arc était brune, plutôt petite, plutôt très forte sportivement parlant, et je pense que c'est une plutôt bonne représentation. Alors comment justement, après son procès et après sa mort, comment a évolué la représentation de Jeanne d'Arc au fil des décennies puis des siècles ? C'est là où mes recherches ont été un petit peu compliquées, parce qu'en fait je me suis aperçu que Jeanne d'Arc, ou du moins ce que les historiens contemporains ont pu définir de Jeanne d'Arc, n'était pas du tout la réalité présentée dans les arts visuels, ni dans les manuscrits, ni dans la peinture. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'artistes connaissaient le portrait robot de Clément de Fauquemberg, et petite précision, Clément de Fauquemberg était affilié aux Bourguignons et aux Anglais. Et ça a été ma toute première révélation, c'est qu'on a un ennemi, en quelque sorte, qui représente Jeanne d'Arc. Donc on n'a pas une réalité historique directe. De un, elle avait les cheveux longs, alors qu'on savait très bien qu'elle n'avait plus les cheveux longs, et ce depuis 3 ans. Elle avait une coupe en écuelle, et en plus elle avait été rasée pendant son procès. Ensuite, elle a une robe de femme, ce qui n'était jamais le cas, puisqu'elle portait des vêtements d'homme et une armure d'homme. Il y a 2 seules choses qui sont, pour le coup, extrêmement véridiques, c'est son épée et sa fonction de porte-étendard. À partir de cette première figure, celle de Clément de Fauquemberg, s'en est suivi plusieurs. Il y a celle de Martin Lefranc dans Le Champion des Dames, où là, cette fois-ci, on a une Jeanne d'Arc en armure, une Jeanne d'Arc qui commence à être représentée de façon, on va dire, correcte, aux yeux de cette représentation historique, et en même temps, on a l'idéalisation de Jeanne d'Arc qui commence à légèrement pointer le bout de son nez. On la retrouve dans les Vigiles de la mort de Charles VII de Martial d'Auvergne, ou encore de la vie des femmes célèbres de Jean Picor, où là, on a une Jeanne d'Arc en armure complète, en plaque, sur un cheval, avec un étendard. Et en fait, moi, je me suis aperçu que Jeanne d'Arc avait des caractéristiques visuelles qui étaient reprises par les peintres, et qui ont, en quelque sorte, déterminé le personnage par des fonctions visuelles. Et ces fonctions visuelles, elles sont arrivées par son armure, sa coupe de cheveux, son étendard, son épée et ses habits d'homme. Par la suite, au travers de mes recherches, dans mon mémoire, j'ai fait ce qu'on appelle une synthèse historiographique. J'ai fait des recherches, j'ai eu plus de 350 tableaux. J'ai pris aussi l'initiative d'évacuer les dessins, d'évacuer les vitraux, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais je n'ai pas choisi d'évacuer, on va dire en quelque sorte, les peintres qui sont moins connus dans l'histoire de l'art. Je me suis intéressé vraiment à la peinture sous toutes les formes, donc c'est-à-dire sur les manuscrits, sur les peintres de maîtres comme Ingres ou Delaroche, et en même temps aux personnes moins connues, mais qui se sont intéressées à Jeanne d'Arc, et surtout qui se sont déployées partout en Europe. Jeanne d'Arc s'est déployée dans le médiévalisme, et par la suite de ces représentations, je me suis aperçu qu'il y avait 5 types de tableaux normatifs qui sont liés à Jeanne d'Arc. La première, en jeune bergère, bien sûr, qui fait référence aussi à ses visions. Le second, à l'entrée d'Orléans. Le troisième, au sacre du roi. Le quatrième, captive. Et enfin, le 5e portrait type, malheureusement, sur le bûcher. Donc sur les grandes étapes de sa vie, les grands moments importants de sa vie sont représentés de différentes façons dans l'art. Par la suite,
J'ai commencé mes investigations historiques en histoire de l'art et je me suis intéressé à plusieurs courants de peinture. Les troubadours, la peinture romantique, les pré-raphaélites, les symbolistes, jusqu'à la modernité. Et il faut savoir que Jeanne d'Arc, dans l'histoire visuelle et dans l'histoire de l'art visuel, elle s'est vraiment éteinte à partir de 1920, quand elle a été canonisée. L'intérêt, en fait, a commencé à diminuer et on ne l'a presque plus jamais revue. Mais ça veut dire que à partir du moment où elle est canonisée, c'est-à-dire où elle est censée être reconnue, on la représente plus ? C'est ce que j'ai remarqué au fil de mes recherches, c'est qu'en fait, l'intérêt de Jeanne d'Arc s'est perdu après sa canonisation. Il faut dire aussi qu'il y a 2 événements importants qui s'appellent des guerres mondiales qui sont arrivées et qui ont un petit peu fracassé tout ça. Ah oui, c'est vrai, il y a un contexte important. Et pour reparler un petit peu, donc justement pour revenir à l'histoire visuelle de Jeanne d'Arc a été reprise par plusieurs peintres qui ont laissé une empreinte dans l'histoire de l'art assez forte. On pense bien sûr à Paul Delaroche qui a peint Jeanne d'Arc malade et interrogée dans sa prison par le cardinal de Winchester en 1824, où ici on a une première représentation de Jeanne d'Arc qui est alitée, priante, brune, face au cardinal qui lui n'a jamais été présent physiquement et réellement. Mais là en fait Paul Delaroche il met en fait en confrontation deux personnages assez forts dans cette peinture et qui en fait représentent ici, on a une Jeanne d'Arc qui est extrêmement belle, extrêmement harmonieuse dans ses représentations, alors qu'on savait, justement, on a petit à petit Colette Beaune, on a ce portrait réaliste de l'histoire de Jeanne qui arrive et qui se définit d'année en année de plus en plus, où on sait que Jeanne d'Arc donc était les cheveux courts, brunes, plutôt petite, extrêmement sportive. Faut pas oublier non plus qu'elle était très pieuse, donc elle avait l'habitude de faire des carèmes, elle avait une astreinte du corps, elle avait un physique androgyne. Elle était aménorrhée, donc elle avait une perte de règles. Donc il y a aussi cette construction du personnage. Ça, on le sait grâce à quoi qu'elle était aménorrhée, c'est fou ce détail. On le sait en fait grâce à Françoise Michaud-Vrejaville et Colette Beaune, qui en fait par un regroupement de plusieurs témoignages de proches d'elle, se sont aperçus que justement elle n'était plus atteinte par ce mal que les femmes avaient. Une bonne périphrase, dis donc. Hein. Petit aparté, aussi le romantisme et les troubadours ne sont pas apparus du jour au lendemain. Les troubadours, excuse-moi, mais ce qui me fait tiquer, c'est quoi le troubadour en histoire de l'art ? Moi, je connais pas. Je connais les troubadours du XIIe siècle, tu vois, mais je connais pas les troubadours en histoire de l'art. Après 1789, il y a eu un petit chamboulement, on va dire, dans l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, c'est fait de rupture ou c'est fait de continuité. Après 1789, c'était une époque où on était encore et on sortait du néoclassicisme. On avait encore tout cet amour pour la période hellénistique, pour les Grecs. Et petit à petit, tous ces artistes, tous ces chercheurs du, on va dire, fin 18e se sont intéressés à l'époque médiévale puisqu'elle était plus proche, plus actuelle en quelque sorte. Et les troubadours et les romantiques, donc le troubadour c'est un mouvement artistique qui a voulu reconstituer une atmosphère très idéalisée et très courtoise du Moyen-Âge. Et on sait ce qu'on pense sur l'amour courtois. Voilà, on en a déjà parlé pas mal dans ce podcast, mais effectivement, l'amour courtois, on a l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose de très romantique. En fait, non, pas du tout. C'est avant tout du patriarcat. Voilà, je te laisse continuer. Et donc, le mouvement troubadour et le mouvement romantique, en fait, il est apparu en réaction au rationalisme néo-antique et tous les mouvements néoclassiques à la peinture rococo. En fait, c'était quelque chose, une espèce d'overdose de couleurs, de lumière, d'effets de texture et surtout de thèmes qui sont liés à l'époque hellénistique, à l'époque grecque. Et petit à petit, ce premier courant de peinture, en fait, a initié une recherche picturale sur le Moyen-Âge et s'est intéressé, bien sûr, avec des archétypes qui ont été la chevalerie, l'amour courtois, des archétypes qui ont perduré dans le temps et qui ont marqué la plupart des artistes et se sont par la suite intéressés à toutes ces oripeaux que l'époque médiévale a laissés. Et on va dire que les romantiques, qui étaient extrêmement épris d'une certaine idéalisation du Moyen-Âge et d'une certaine idéalisation du passé, se sont penchés sur cette période. Le romantisme, en fait, avec sa portée extrêmement engagée et nostalgique, qui était aussi né des contrastes politiques et industriels au cœur de l'Europe, a voulu réinterroger ce Moyen-Âge. Et pourquoi il a réinterrogé ce Moyen-Âge ? Parce qu'il a voulu revenir un petit peu, en quelque sorte, à un retour aux sources. La période industrielle a été très forte pour les artistes et a vu des changements sociétaux qui sont arrivés très vite, très durement, parfois vécus très difficilement. Et ces courants de peinture, en fait, sous couvert de recherche novatrice, se sont intéressés au Moyen-Âge parce qu'il y avait cette espèce de recherche de véracité de l'histoire
et surtout comment la véracité historique pouvait être idéalisée grâce aux romantiques. Et de cela, plusieurs peintres très connus ont repris la figure de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, bien sûr, qui était la seule femme qu'ils avaient en tête à cette époque, la seule femme qui était peinte. Et je me suis aperçu que la plupart de ces peintres étaient des hommes. Comme par hasard. À la fin, en fait, de mon mémoire, je me suis aperçu que j'avais 5 femmes sur 45 hommes qui avaient repris Jeanne d'Arc. En même temps, c'est l'histoire de l'art, on sait pour quelle raison. Donc les femmes sont arrivées... Enfin, elles ont toujours été présentes dans l'histoire de l'art, mais elles n'ont jamais été mises en avant. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même. On a une Jeanne d'Arc, on sait comment elle peut être représentée, on sait à quoi elle ressemblait, mais les peintres ne l'ont jamais représentée telle qu'elle. On avait une représentation idéalisée de Jeanne d'Arc, extrêmement belle. Très souvent, les cheveux longs, très blondes, très rousses, les yeux bleus, avec une armure qui est cette fois-ci véridique, mais avec une taille cintrée, avec des seins. Et en fait, c'était une représentation hétéropatriarcale de Jeanne d'Arc. Oh, tu lâches le gros mot là. Ou du moins, c'était une représentation d'une culture patriarcale. Jeanne d'Arc, représentée par les peintres, était une Jeanne d'Arc extrêmement sensuelle, extrêmement sensible, et n'avait pas vraiment de rapport avec la réalité, ce qui n'est pas en soi... Il n'y a pas de jugement de valeur, je porte aucun jugement de valeur sur ça, mais qu'il faut savoir aussi que l'image qu'on a tous de Jeanne d'Arc, elle passe par, on va dire, 2 médiums, voire 3, qui sont la peinture, la sculpture, on a l'habitude de l'avoir dans l'espace public, ou le cinéma. Et tous ont une représentation... Alors la peinture plus, le cinéma, ça commence un petit peu à changer, puisque visuellement, on a une Jeanne d'Arc qui recommence à prendre des traits, on a une représentation de Jeanne d'Arc qui commence à pointer le bout de son nez, qui commence à être de plus en plus véridique. Mais ce n'est pas non plus ce qui m'intéresse. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est que ce n'est pas le propos des artistes. Le propos des artistes n'est pas une représentation de la réalité, mais une idéalisation de ses souvenirs au travers d'un médium. Voilà, il y avait déjà mon père, mon grand-père, manquait plus que moi. Comment, mais parce que c'est vous, ça? Bah évidemment, qui voulez-vous que ce soit? Bah la vache, faut avoir l'œil. Vous rigolez ou quoi? Vous me reconnaissez pas là-dessus? Peut-être, ouais, Non, mais pas du tout. Parmi toutes les représentations que tu as utilisées de Jeanne d'Arc, est-ce que tu as une préférée, une qui t'a particulièrement marquée? Il y en a une que j'aime beaucoup, qui a été peinte par Dante Gabriel Rossetti, Jeanne d'Arc embrassant l'épée de la délivrance, qui a été peinte en 1863, où en fait on a une Jeanne d'Arc qui tient une épée très proche de sa figure, et une figure qui est extrêmement anguleuse, extrêmement androgyne, une bouche très charnue, une mâchoire extrêmement présente, qui est pourtant encerclée par plusieurs colliers, un tabard extrêmement lourd. On a une petite idée de son armure aussi qui arrive sur son poignet. Et c'est une image qui est extrêmement belle et qui, je pense, pour moi, traduit toute la complexité de la figure johannique. Puisque, en quelque sorte, on a quand même une Jeanne d'Arc qui fait référence à Clément de Fauquemberg, de profil, les cheveux longs, un tabard ou cette espèce de robe de femme avec une épée. Et en même temps, tout est contrecarré par la vision de Rossetti où on a une Jeanne d'Arc extrêmement forte, puissante, presque même virile, avec une ossature très présente où on a une Jeanne d'Arc qui s'incarne entre des principes masculins et des principes féminins. En fait, je pense que pour moi, c'est une très belle synthèse de toute ma recherche. Elle me plaît parce qu'on a une Jeanne d'Arc aussi qui est omniprésente sur le tableau. C'est un focus sur son visage, on n'a pas de corps, on a juste sa figure de profil. Son émotion. Tout à fait. C'est quelque chose... Et aussi, on a une fluidité du genre, c'est ça que j'aime beaucoup dans la plupart des peintres pré-raphaélistes. Le genre de Jeanne d'Arc, en fait, on n'arrive pas trop bien à le voir. Il est pas dissimulé, mais c'est juste que, en quelque sorte, ils font en sorte qu'on a une construction queer de cette figure. Là, tu es en train de faire ton M2 en ce moment. Quelles sont les thématiques sur lesquelles tu travailles au cours de ton M2 ? L'année dernière, j'ai posé beaucoup de questions, des questions qui m'ont été importantes, puisqu'en fait, j'ai posé un cadre historique et contextuel sur Jeanne d'Arc, et surtout, j'ai posé un cadre historique et contextuel sur le médiévalisme à propos de Jeanne d'Arc au XIXe siècle, jusqu'au XXIe siècle. Et je me suis aperçu que ce rapport, en fait, à l'hétéropatriarcat, il a été contrecarré de plus en plus par beaucoup de peintres, femmes. Et c'est ce qui, moi, m'intéresse le plus, c'est qu'en fait, on a une Jeanne d'Arc qui s'est incarnée et qui s'est déployée dans le médiévalisme, qui est devenue un modèle, parfois même un archétype, celui de cette espèce de femme guerrière, de la femme courageuse, de la femme meneuse. Et en cela, Jeanne d'Arc est vraiment marquante parce qu'elle est utilisée de manière répétitive dans la peinture d'histoire comme un personnage héroïque chrétien, et parallèlement,
elle jouait d'un statut équivoque dans les courants troubadours, romantiques, pré-raphaélites et symbolistes qui s'incarnent dans le médiévalisme. Et qu'il utilisait, il faut que je souligne, qui est utilisé comme un retour idéalisé et mythifié du Moyen-Âge. Je pense qu'en fait le développement de sa figure et la reprise de celle-ci permet de l'authentifier comme comme une anomalie légendaire. Jeanne d'Arc, de par sa transgression sociale, de la jeune bergère que devenue guerrière, elle annihile l'image hiérarchisée du système féodal patriarcal occidental, que je re-questionne cette fois-ci dans mon mémoire de M2, et en même temps, sa place dans le médiévalisme historique ou fictionnel, et on peut même parler maintenant de néo-médiévalisme, et qui s'est déployé, parce que ce médiévalisme, j'ai oublié d'en parler, mais je pense que c'est quelque chose d'important, c'est déployé aussi dans les jeux vidéo, donc on a une dimension immersive, et si je parle de jeux vidéo, c'est qu'il y en a eu plusieurs sur Jeanne d'Arc. Il y en a eu beaucoup, les Japonais, il faut dire que c'est vrai que les Japonais, ils aiment bien Jeanne d'Arc. Les Japonais aiment beaucoup Jeanne d'Arc, et ceux qui aiment le plus Jeanne d'Arc, bizarrement, c'est les Anglais, les Américains et les Japonais. En France, on a une culture très historique de Jeanne d'Arc, mais on n'a pas cette culture énormément visuelle, hormis le fait qu'elle soit beaucoup représentée dans la statuaire publique. On sait pas que c'est pas quelqu'un qu'on a l'habitude de voir. Et il y a aussi en France le côté politique qui peut-être peut faire un peu peur, ou alors on veut pas s'en mêler justement parce qu'il y a ce côté politique. Tout à fait. Et en même temps, c'est récupéré par, un certain parti politique que je ne nommerai pas. Mais il faut savoir que 50 ans auparavant, c'était l'autre extrême qu'il avait. Jeanne d'Arc, ce qui est très beau, c'est qu'elle parle à tout le monde. C'est une fille du peuple qui a voulu sauver son roi grâce à des voix qu'elle a entendues, des voix qui lui ont parlé, qui lui ont touché au cœur. C'est en ça que c'est un personnage complexe, Jeanne d'Arc. C'est quand même une jeune fille, déjà c'est une jeune fille, qui a entendu des voix, qui a voulu délivrer son pays d'un oppresseur et mettre son roi sur le trône. Ça donne un personnage extrêmement complexe et qui permet d'être étudié en historiographie, dans les gender studies, dans les visual studies, dans les cultural studies. Elle embrasse plusieurs médiums aussi, artistiques, en peinture, en sculpture. Elle embrasse aussi les jeux vidéo. Je pense que ça fait partie justement de ces personnages mythiques qui sont une réservoir mythologique et qui sont récupérés par les politiques. Mais dans 50 ans, on ne sait pas si ce personnage ne sera pas accaparé par un autre parti politique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de tes recherches, Florian ? Eh bien, chère Fanny, de réussir mon M2 sur Jeanne d'Arc et le médiévalisme, et par la suite de pouvoir commencer un doctorat à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Je vous rappelle que Madame d'Arc est accusée d'hérésie, de relapse et de sorcellerie. Il est à noter que l'abbé Cochon ne cesse de répéter ce mot de relapse dont personne ne connaît le sens. Si un dictionnaire assiste au procès, il est prié de venir me voir pour que je le consulte. Bien. Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur la figure de Jeanne d'Arc, sur ses représentations au fil des siècles et sur le médiévalisme. Donc, merci beaucoup, Florian Varenne. Merci beaucoup, Fanny. Si vous, les auditeurs, le sujet vous a intéressé, vous pouvez retrouver sur le site passionmédiéviste.fr tout ce dont on a parlé, notamment tous les tableaux. Je vais essayer d'en mettre le plus possible dans la limite des droits d'auteur. Si le contexte de la guerre de 100 ans et de Jeanne d'Arc vous intéresse, allez écouter l'épisode 29 sur les compagnons de Jeanne d'Arc. Et je finis cet épisode en vous parlant du Tipeee de Passion Médiéviste, une plateforme où vous pouvez me donner quelques euros par mois, même juste 1 euro. Et ce mois-ci, j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode, mais en vrai, ça a vraiment été un record. Vous avez été plus de 80 à contribuer sur Tipeee, donc vraiment, ça me fait énormément plaisir. Et je commence à tendre de plus en plus à pouvoir me dire, je peux consacrer du temps à mon podcast, comme si c'était un travail, et ça c'est grâce à vous, c'est vraiment grâce à vous, donc je vous remercie. Ce mois-ci d'ailleurs, je dois remercier tout particulièrement Jean-Marie, Julie, Jérôme, Vincent, Pascal, Romain, Olivia, Marion, Roxane, PL, oui, Stéphanie, Hélène, une autre Hélène mais qui est en Allemagne cette fois-ci, Colline, Coralie, et je tiens à remercier aussi 3 personnes qui ont donné à nouveau, Charles, Céline et Robert. Et d'ailleurs, peut-être que cette partie du message sera caduque dans quelques mois, mais pour l'instant, je n'envoie pas les goodies, vu la période un petit peu compliquée, mais vous inquiétez pas, ils sont bien réservés et je les prépare. Et en plus des dons, le mois d'avril 2020 a vraiment été un record en termes d'écoute, puisque en un mois, j'ai fait plus de 35 000 écoutes grâce à vous. Vraiment, encore merci beaucoup. Dans le prochain épisode, l'épisode 40, déjà 40, on parlera des sourds au Moyen-Âge, mais avant ça, je vous publierai l'épisode
de super joutes royales sur le XIIe siècle. Ça va être quelque chose. À bientôt!